Le journal, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Allemagne tourne officiellement la page Angela Merkel et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Son successeur Olaf Scholz prendra ses fonctions dans quelques heures. Ne reste qu'une formalité à accomplir, obtenir l'investiture du Parlement et prêter serment. Le nouveau chancelier pourra alors se mettre au travail et engager sa coalition sur plusieurs fronts, sanitaires, économiques et écologiques. Hélène Cole. En tête des priorités de la nouvelle équipe, il y a évidemment la lutte contre l'épidémie de Covid. Olaf Scholz a remodelé la cellule de crise sanitaire, il a placé un militaire à sa tête et l'a installé dans les locaux de la chancellerie. Le nouveau ministre de la Santé est un épidémiologiste, partisan de la manière forte. Il s'est notamment exprimé en faveur de la vaccination obligatoire. D'ici l'été, le gouvernement veut aussi faire passer des mesures symboliques pour imposer sa marque, comme la hausse de 25% du salaire minimum qui va passer de 9 à 12 euros de l'heure. Mais aussi par exemple l'assouplissement des conditions d'avortement qui sont pour l'instant plus strictes qu'en France. Enfin, il ne faut pas tarder pour lancer les grands chantiers à long terme pour lesquels la coalition a prévu d'investir 50 milliards d'euros par an pendant 10 ans, la numérisation et surtout la décarbonisation complète de l'économie allemande. Scholz a créé un super ministère qui englobe l'économie et le climat, dirigé par un Vert, Robert Habeck. C'est lui qui a été choisi pour être le vice-chancelier de cette Allemagne après Merkel. Berlin, Hélène Cole, Europe 1. Et le nouveau chancelier qui sera reçu après-demain à l'Elysée par Emmanuel Macron. Les deux hommes ont prévu de faire le point sur la situation ukrainienne et la pression militaire exercée par les Russes le long de la frontière. C'est un sondage qui fait beaucoup parler depuis 24 heures, alors restons prudents. Ce ne sont que des enquêtes d'opinion avec toute la marge d'erreur évidemment qu'elles contiennent. Valérie Pécresse donnée gagnante du second tour face à Emmanuel Macron. 52% contre 48%, c'est le score qu'obtiendrait la candidate des Républicains face au président sortant. Sondage de l'Institut là pour l'Express et BFM, l'écart est net, même s'il est virtuel. Louis Dragnel, cela reste un sondage, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. Eh bien, même si un sondage n'est qu'une photographie de l'opinion à un instant T, il y a au moins deux enseignements. Tout d'abord, ça montre pour la première fois qu'Emmanuel Macron peut être battu au deuxième tour. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, ce sondage est le reflet d'une vraie dynamique autour de la campagne de Valérie Pécresse. De ce point de vue, c'est une progression très rapide, car il y a encore quelques jours, aucun candidat potentiel de la droite n'était en mesure, dans les sondages, de remporter la présidentielle. Maintenant, tout l'enjeu pour Valérie Pécresse est d'essayer de montrer que ce sondage correspond à la réalité. Et pour Emmanuel Macron, ça change beaucoup de choses, notamment parce que Valérie Pécresse, comme lui, est à la recherche de l'électorat de centre droit, ce qui peut d'ailleurs poser une difficulté à Édouard Philippe, chargé de séduire son ancienne famille politique. Ensuite, parce que Valérie Pécresse est une femme et ça compte dans l'opinion. Emmanuel Macron, qui rêve d'affronter Marine Le Pen au second tour, doit donc désormais adapter sa riposte en direction, cette fois, de Valérie Pécresse. Louis Dragnel du service politique d'Europe 1 est toujours à propos des Républicains. La direction du parti a décidé de faire le ménage dans ses rangs. Première victime, l'ex numéro 2 Guillaume Pelletier, démis de ses fonctions pour s'être montré un peu trop sensible au discours d'Éric Zemmour. La crise sanitaire en France, les cas de contamination continuent de s'envoler. Plus de 59 000 enregistrés hier. Il faut remonter au printemps dernier pour retrouver des niveaux similaires. Précision toujours utile. Cas positif ne veut pas forcément dire malade. La campagne pour la 3e dose accélère. Elle aussi, près de 12 millions de Français ont eu leur rappel. Rien qu'hier, près de 700 000 injections ont été effectuées. Alors sans fermer les écoutilles, le gouvernement recommande toutefois de limiter les moments festifs en cette période de Noël. Cela oblige les entreprises à s'adapter. Et fini les pots de fin d'année, les dîners et autres cérémonies de vœux. Les entreprises ont dû tout annuler, mais elles ont trouvé la parade pour remercier leurs salariés et leurs clients. C'est le retour des cadeaux, une tendance qui se confirme, Élise Dangean. Absolument. Face à l'absence de convivialité imposée par la pandémie, les entreprises ont décidé de faire preuve d'une plus grande générosité. Paniers garnis, bouteilles de vin, décorations, le tout accompagné de la fameuse carte de vœux. Certaines entreprises vont même plus loin en augmentant le montant des chèques Noël pour leurs salariés. Cette année, il passe de 100 à 150 € dans l'agence Compress dirigée par Julien Leclerc. Ça fait 2 ans que ce qui régit nos vies de dirigeants d'entreprise, c'est de se poser la question chaque matin de comment on fait pour maintenir le lien. Comment on existe dans le quotidien de nos équipes qui sont pour une grande partie d'entre elles en télétravail. Et donc il est évident que les cadeaux, notamment de fin d'année, c'est un petit quelque chose, mais c'est un petit quelque chose qui participe, qui fait que l'entreprise est dans le quotidien du salarié. C'est une manière aussi de les remercier parce que c'est pas simple non plus
ce que vivent les salariés depuis 2 ans. Et pour un peu de réconfort, les entreprises plus traditionnelles misent évidemment sur le chocolat. Certains artisans enregistrent une hausse des ventes aux professionnels de plus de 30% par rapport à 2019. Élise Dangean, l'effondrement d'un immeuble à Sanary a fait une deuxième victime. Il s'agit d'une femme de 82 ans retrouvée sous les décombres. Une personne reste portée disparue. Il pourrait s'agir du fils de l'octogénaire. Et puis les Jeux Olympiques d'hiver en Chine, vous savez qu'il y a un boycott diplomatique des États-Unis. Ça ne passe pas du côté de Pékin qui fustige l'attitude américaine après la décision de Washington de ne pas envoyer d'officiels aux Jeux d'hiver. Les États-Unis reprochent à la Chine ses multiples violations des droits de l'homme dans la province du Xinjiang. On apprend ce matin que l'Australie a décidé à son tour d'imiter les Américains. Cela ne va pas vraiment aider à réchauffer les relations entre Pékin et Washington. Sébastien Le Belzic est le correspondant d'Europe 1 en Chine. Œil pour œil, dent pour dent, la Chine menace déjà de représailles les États-Unis après cette annonce d'un boycott diplomatique des Jeux Olympiques de Pékin. Les États-Unis vont payer le prix, a lancé le porte-parole du gouvernement chinois Zhao Lijian. La tentative des États-Unis d'interférer avec les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin par préjugés idéologiques et sur la base de mensonges et de rumeurs ne fera que révéler les sinistres intentions de la partie américaine. Ce que la Chine qualifie de rumeurs, ce sont les violations des droits de l'homme en Chine, notamment dans la province du Xinjiang à forte minorité musulmane, mais aussi au Tibet et à Hong Kong. Si les pays européens réservent encore leur décision, d'autres emboîtent déjà le pas des États-Unis, notamment la Nouvelle-Zélande qui elle aussi a confirmé un boycott diplomatique. À Pékin, on s'inquiète d'un effet boule de neige tout en gardant la tête froide. Le quotidien nationaliste Global Times, connu pour être le porte-parole du Parti communiste, répondait perfide, moins il y aura de responsables américains, moins il y aura de virus. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Le sport toujours avec le football. Lille peut rejoindre le PSG ce soir en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le PSG déjà qualifié s'est imposé 4-1 hier soir face à Bruges. Paris en 8e et pourquoi pas Lille? Tiens, il suffit d'un match nul aux Lillois face à Wolfsburg, Cyril de la Morinerie. Oui, 15 ans après avoir affronté Manchester United, Lille peut rejoindre pour la 2e fois de son histoire les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Lillois sont déterminés. Ils restent sur 7 matchs sans défaite. Ils ont battu leurs 2 derniers adversaires en Ligue des Champions. L'équation, elle, est simple. Lille ne doit pas perdre. Sinon, ce sera au pire la Ligue Europa. La tentation de défendre pour décrocher un nul est grande, mais l'entraîneur nordiste Jocelyn Gourvenec est ambitieux. J'ai pas envie qu'on soit dans le calcul, j'ai pas envie qu'on soit dans la gestion. J'ai envie qu'on se focalise sur le match qu'on a à jouer, faire un gros match avec grosse force collective. C'est ça le plus important et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Lille pourra notamment s'appuyer sur Jonathan David, le redoutable attaquant canadien a marqué plus de buts en Ligue 1 en 2021 que Kylian Mbappé. En face, Wolfsburg connaît une période de vache maigre, 8e seulement du championnat allemand, 3 défaites de suite, un entraîneur récemment limogé. Mais attention au loup qui dort. D'autant que les Lillois, eux, n'auront pas leurs supporters pour les soutenir. Les fans nordistes ne sont pas autorisés à se rendre en Allemagne en raison d'une flambée de cas de Covid-19 outre-Rhin. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Voilà, et ce soir, ce sera soirée lilloise sur Europe 1 pour ce match avec à partir de 20h, Lionel Rosso autour de lui, Gernot Rohr, Jimmy Algerino, Guy Roux, Jean-François Pérez, bref, toutes les grandes voix d'Europe 1 du football. Merci Christophe.